Bonjour à tous. On va commencer cette première session de l'après-midi, donc en période de postprandial. J'espère que vous allez pouvoir suivre malgré tout, qui porte sur les interventions médicamenteuses chez les sujets âgés. Donc on sait tous que les sujets âgés est sujet à la polymédication, de la iatrogénie. On a tous, nous, en tant que médecins, psychiatres, gériatres ou autres spécialistes, l'injonction de ne pas mettre de traitement, notamment psychotropes, mais en même temps, des fois, on voit les patients après moult alternatives thérapeutiques non médicamenteuses, et bien des fois, on est malheureusement obligé d'en user. Et il faut en tous les cas être au clair sur les effets secondaires, sur les moyens à disposition qu'on a pour mieux juguler ces effets secondaires et les identifier. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur d'avoir 3 présentations aujourd'hui. Donc, la première par Madame Docteur Élise Marie Minoc, donc, qui est gériatre sur la Côte-Fleurie et qui va vous présenter son travail de thèse de sciences portant sur les effets secondaires déclarés au sein d'une grosse base de pharmacovigilance internationale concernant les antidépresseurs. Puis nous aurons le retour d'expérience de l'équipe du professeur Bloch sur une cellule de suivi de l'usage de psychotropes au sein des EHPAD. Et donc voilà, avec tout le retour d'expérience sur la collaboration et le bénéfice de ces types de cellules. Et puis enfin, nous aurons l'intervention de Céline Vasquen, donc docteur Céline Vasquen, qui est pharmacienne au sein de l'EPSM de Caen, au sein de l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, qui va nous parler de la charge anticholinergique et les troubles cognitifs, autrement dit, donc l'un des effets secondaires potentiels des traitements médicamenteux. Voilà. Élise Marie, c'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tous, donc, je suis le docteur Minoc, donc, je suis gériatre au CH de la Côte-Fleurie. J'ai une activité notamment en consultation mémoire et je vais vous présenter les résultats effectivement de données de pharmacovigilance, donc 2 papiers qui ont été faits sur l'association entre chute et antidépresseurs et entre chute et confusion. Donc l'idée de départ, c'était de partir sur une classe médicamenteuse, donc les antidépresseurs, et de regarder en gériatrie s'il y avait une association entre cette classe et 2 syndromes gériatriques qu'on dit centraux et qui sont tous les 2 multifactoriels, que sont la chute et la confusion. Pour ça, on a utilisé une base de données unique, donc Vigibase. Donc, comme le disait le docteur Benbrika, c'est la base de pharmacovigilance de l'OMS. Donc, il y a des déclarations du monde entier sur cette base de données. Et on a impliqué un certain nombre de méthodes statistiques, on ne va pas aller dans le détail ici, pour essayer d'analyser cette association entre antidépresseurs, chute et confusion. Donc ce sont des études qui sont internationales, rétrospectives. L'ouverture de cette base de données, elle date de 1967, donc les premières données datent de 1967. Et nous, on s'est arrêté au 1er mars 2022, et on n'a sélectionné que des sujets qui étaient âgés de plus de 65 ans. Pour le petit point méthodologique, pour juste comprendre de quoi on parle, en fait, l'idée dans ces bases, c'est de regarder d'un côté les déclarations de chute et de confusion sous antidépresseurs, et de l'autre, ces mêmes déclarations, mais sous d'autres médicaments que les antidépresseurs. Et en fait, si on retrouve une différence significative entre ces 2 types de déclarations, on va considérer qu'on a un signal. Et ce signal, il va vouloir dire qu'on a une surdéclaration des cas de chute et ou de confusion sous cette classe de médicaments. Donc, comment ça fonctionne une base de données de pharmacovigilance? Pour chaque déclaration, vous avez accès à un certain nombre de données, donc des données démographiques. Ici, ce qui nous a intéressé, c'est 2 classes d'âge, les 65-74 et les 75 ans et plus, des données sur le sexe et sur la région géographique. Vous avez des données sur le médicament. Les médicaments, ils sont classés de 2 façons, soit par principe actif, soit par classification ATC. Il n'y a pas d'autres classifications disponibles dans ces bases de données. Donc là, l'idée, c'était d'extraire les classes d'antidépresseurs qui nous intéressaient. Donc, elles sont citées ici. Le seul souci de la classification ATC, c'est qu'il y a une classe des autres antidépresseurs qui est énorme et qui regroupe aussi finalement des petites classes pharmacologiques à part entière. C'est le cas pour les antagonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques et pour les inhibiteurs de leur capture de la sérotonine et de la noradrénaline qu'on a du coup isolés.
Et puis, on a aussi d'autres informations sur d'autres médicaments qui peuvent être concomitamment prescrits et qui peuvent être également à risque de chute et de confusion, et donc qu'on a inclus dans le modèle. Vous avez aussi des données sur la sévérité de la réaction indésirable, sur le type de déclarant. En France, classiquement, c'est quand même plutôt les pharmaciens et les praticiens qui déclarent, mais par exemple, sur les déclarations aux États-Unis, vous pouvez avoir des assurances qui font des déclarations d'effets indésirables. Et puis, on a forcément les données sur la réaction indésirable en tant que telle. Donc là, on a isolé les événements d'intérêt qui étaient chute et confusion. Et puis, d'autres pathologies qui étaient potentiellement concomitantes qu'on peut également intégrer dans les modèles. Donc, on va commencer par la confusion. Donc, la confusion, dans vos pratiques cliniques, je pense que vous en avez tous rencontré, vu. C'est un événement qui est multifactoriel, qui survient souvent chez des gens qui ont des troubles neurocognitifs sous-jacents, avérés ou non, qui va être aggravé par un certain nombre d'éléments comme la douleur, la rétention aiguë d'urine, la contention. Et puis, parmi ces facteurs de risque, on retrouve la dépression et la polymédication, ce qui nous intéresse particulièrement ici. Donc, la confusion, c'est un événement qui est fréquent. Elle concerne 25 à 56% des plus de 65 ans hospitalisés. C'est énorme en termes de morbimortalité et en termes de coûts de santé. Et il faut savoir que 12 à 39% des cas de confusion seraient dus à un effet indésirable des médicaments. Donc, du coup, il nous paraissait légitime de se poser la question de la place des antidépresseurs dans ces potentiels effets indésirables. Donc, dans notre étude, on avait 54% de femmes, 45% d'hommes. On avait 59% de plus de 75 ans et 41% de 65-74 ans. Et on obtient une cohorte qui fait 87 524 déclarations de confusion chez ces patients âgés de 65 ans et plus, parmi lesquels 22% en présence d'antidépresseurs. C'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui sont plus représentés parce que c'est aussi ceux qui sont les plus prescrits. Les objectifs étaient donc d'étudier l'association entre utilisation d'antidépresseurs et déclaration de confusion chez ces patients. Et dans un second temps, de regarder cette même association, mais en ne sélectionnant que les molécules les plus fréquemment prescrites. Donc pour présenter un peu les données, je vous les fais classe par classe de médicaments et finalement en intégrant des éléments qui ont fait l'objet de discussion, c'est quel est un peu le rationnel pharmacologique qui peut expliquer les résultats obtenus. Donc pour les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine, on retrouvait une surdéclaration des cas de confusion sous cette classe et on retrouvait ce résultat pour toutes les molécules, sauf pour la doxépine. Le rationnel, c'est de se dire que c'est une classe médicamenteuse qui a une affinité pour les récepteurs muscariniques, qui leur confère donc des propriétés anticholinergiques qui sont très confusiogènes. C'est aussi une classe qui a une action antagoniste sur les récepteurs H1 qui leur confère des propriétés sédatives et donc confusiogènes. Et ce qui était intéressant, c'est que la doxépine dans la littérature, c'est celle parmi les molécules qui a l'affinité moindre pour les récepteurs muscariniques et le moins de propriétés anticholinergiques. Et puis c'est aussi une molécule qui avait une autre utilisation, en fait, qui est utilisée dans l'urticaire chronique. Donc on n'est pas forcément sur la même population cible que pour les autres, ce qui peut expliquer la différence qu'on observe. Pour les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, dans notre étude, on retrouvait une surdéclaration des cas de confusion, mais avec en fait des disparités importantes entre les molécules étudiées. Et là aussi, on retrouve un rationnel pharmacologique qui est à peu près similaire. Comme on le disait sur la présentation de ce matin, la fluoxétine et la sertraline, elles n'ont pas d'affinité pour les récepteurs muscariniques. Mais ce n'est pas le cas pour la paroxétine et la fluvoxamine. Alors, elles n'ont évidemment pas la même affinité que les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine, mais elles ont quand même une affinité, elles ont quand même des propriétés anticholinergiques, ce qui peut leur conférer un caractère plus confusiogène. C'est en revanche une classe qui n'a pas d'activité antagoniste des récepteurs histaminergiques. Et puis l'autre chose qui était intéressante, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on avait une différence entre citalopram et citalopram, alors que c'est plutôt proche pharmacologiquement. Alors, le rationnel en tout cas qu'on a trouvé, c'est de dire que le citalopram, en fait, c'est une molécule qui est composée de deux énantiomères, donc
un R-citalopram et un S-citalopram, alors que l'escitalopram n'est composé que du S-citalopram. Et cette molécule R, finalement, il est montré dans la littérature qu'elle a un effet un peu retardateur de l'effet antidépresseur. Et chez l'animal, elle a un effet anxiogène paradoxal, ce qui pourrait expliquer en partie les résultats. Et l'autre hypothèse, la plus probable, c'est également que le citalopram est plutôt utilisé dans les formes sévères de dépression, puisqu'il est disponible par voie sous-cutanée. Et donc on est probablement sur une population qui est aussi plus à risque de confusion que celle qui prend de l'escitalopram. Concernant les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, on n'avait pas de surdéclaration de cas de confusion pour cette classe et pour aucune des molécules étudiées. Il faut savoir que c'est des molécules qui n'ont pas d'affinité pour les récepteurs muscariniques, pas d'affinité antagoniste des récepteurs histaminergiques et qui ont une action qui est plus sélective sur la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc potentiellement qui se déposent sur moins de récepteurs et donc moins d'effets indésirables potentiels de ce point de vue-là. Concernant les antagonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques, on avait encore une fois une surdéclaration de cas de confusion sur cette classe. C'est retrouvé pour la myrtazapine et pour la miancérine, avec un rationnel qui est surtout sur leur forte action antagoniste des récepteurs histaminergiques, qui leur confère des propriétés sédatives et donc potentiellement confusiogènes. La dernière classe, c'est la classe des autres antidépresseurs, donc qui est très variée, pour laquelle on retrouve une surdéclaration des cas de confusion, mais avec quand même une petite disparité. Alors l'idée là, c'est pas de revenir forcément sur toutes les molécules, mais plutôt sur deux molécules d'intérêt actuellement. La trazodone, parce que comme on l'a dit, même si elle est en ATU, en ACC, elle est quand même de plus en plus utilisée. Elle apparaît dans les nouvelles recommandations de prise en charge des symptômes psychocomportementaux. Mais elle a quand même des propriétés antagonistes des récepteurs histaminergiques, qui peuvent expliquer en partie les résultats, ce qui n'est pas le cas par exemple pour la vortioxétine qui se comporte un petit peu plus comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc en conclusion intermédiaire, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les classes d'antidépresseurs dans cette étude, elles sont associées à une surdéclaration des cas de confusion, sauf les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Que parmi les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, seuls les citalopram, la fluoxétine et la sertraline ne sont pas associés à une surdéclaration des cas de confusion, et que le rationnel principal retenu, c'est que les antidépresseurs ayant une haute affinité pour les récepteurs histaminergiques et muscariniques sont a priori les plus à risque de confusion. Idem pour la chute, on est sur un syndrome gériatrique qui est multifactoriel, avec des facteurs de risque qui sont communs aussi à la confusion, notamment la polymédication et le syndrome dépressif. C'est un événement qui est très fréquent. Il faut savoir qu'en une année, on va avoir 30% des 65 ans et plus qui vont chuter et 50% des 80 ans et plus. Donc c'est très important en termes de morbimortalité. Et là, l'idée s'est posée de la même façon, c'est quel est le rôle potentiel des antidépresseurs dans la survenue de chute. Et on s'est demandé si, au-delà d'une relation peut-être directe, il n'y avait pas une relation indirecte qui passait par d'autres événements indésirables qu'on a appelés des médiateurs, qui auraient pu être la confusion, l'hypotension et l'hyponatrémie, et du coup former comme ça plutôt une boucle de réaction. Ici, on avait 64% de femmes, donc ça correspond au fait que les femmes chutent plus que les hommes, donc 36% d'hommes. On avait 57% de 75 ans et plus et 43% de 65-74 ans. On obtient à peu près le même nombre de déclarations, ça fait 86 200 déclarations de chute chez les 65 ans et plus, parmi lesquelles 19,5% en présence d'antidépresseurs, avec pareil les ISRS qui sont plus représentés. L'objectif, donc c'est la même histoire, c'est de montrer l'association entre utilisation d'antidépresseurs et chute chez cette famille de patients. Dans les analyses secondaires, on a juste rajouté cette histoire des médiateurs potentiels. Comment est-ce qu'on pouvait avoir une association avec l'hypotension, la confusion et l'hyponatrémie. Et puis on a regardé ce qui se passait pour les antidépresseurs les plus fréquemment prescrits. Donc là, ça fait un gros tableau. L'idée, c'est qu'on décortique chaque chose. Donc vous avez
Vous avez un effet, en fait, l'effet principal, donc la chute, un effet direct potentiel, donc l'idée de dire qu'on ne passe pas par des médiateurs, mais que l'antidépresseur, directement, il va avoir une action sur la chute, entre guillemets. Et puis après, vous avez ce qu'on a appelé des co-événements, donc la survenue simultanée d'une chute, d'une confusion, d'une chute, d'une hypotension, et d'une chute et d'une hyponatrémie. Ce qui est très discordant avec la littérature, c'est le résultat qu'on obtient pour les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont très anticholinergiques. Et dans la littérature, on décrit les médicaments anticholinergiques comme des médicaments qui font chuter. Donc on expliquera un peu tout à l'heure comment on peut critiquer ces résultats. Concernant les autres classes, concernant les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, on avait une surdéclaration des chutes sans effet direct retrouvé et on retrouvait une association avec tous les coévénements étudiés, avec pareil des disparités entre les molécules. Ici, pour l'hypotension, le rationnel pharmacologique, ce serait de dire que en fait, l'activité sur les récepteurs 5-HT1, elle entraîne une baisse de l'activité du nerf sympathique vasoconstricteur et une augmentation de l'activité du nerf vagal cardiaque, ce qui conduit à l'hypotension. On sait que ce sont des molécules qui sont connues pour donner un syndrome, une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, ce qui explique l'effet hyponatrémiant. Et puis l'effet confusiogène, on en a parlé tout à l'heure. Concernant les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, on retrouvait une association avec une surdéclaration des cas de chute, mais pas d'effet direct retrouvé. Et le seul coévénement qui revenait associé, c'était le coévénement chute-hyponatrémie, pour les mêmes raisons que pour les ISRS, probablement par sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Concernant les antagonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques, ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve une association, mais on retrouve surtout qu'il y a un effet direct qui est retrouvé. Donc, a priori, il y a un lien direct entre la molécule et la survenue de chute. Et les résultats, ils sont retrouvés pour chaque couple d'événements, donc chute-confusion, chute-hypotension et chute-hyponatrémie. Leur action antagoniste des récepteurs histaminergiques, comme on le disait tout à l'heure, elle est confusiogène, mais la propriété sédative, elle conduit aussi à la chute. Leur affinité pour les récepteurs alpha-1 et alpha-2 adrénergiques, elle est pourvoyeuse d'hypotension. Et même si c'est moins le cas que pour les ISRS et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, on a aussi une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques qui est possible avec un effet hyponatrémiant. Enfin, concernant la classe des autres antidépresseurs, donc c'est pareil, vous retrouvez les mêmes molécules que tout à l'heure, avec un effet direct retrouvé qui est difficile à interpréter puisque la classe elle est très variable sur le plan pharmacologique. Mais là aussi, on a refait un point trazodone et vortioxétine. Comme on le disait tout à l'heure, l'antagoniste des récepteurs histaminergiques peut conduire à la chute. Et la trazodone a aussi une affinité pour les récepteurs alpha-1 adrénergiques, donc peut être pourvoyeuse d'hypotension. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la vortioxétine, qui là encore a une activité plus sélective. Donc en conclusion de cette partie, en fait toutes les classes d'antidépresseurs, là vous l'avez vu aussi, elles sont associées à une surdéclaration des cas de chute, à l'exception des inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine, mais ce qui est à critiquer. Ce qui est intéressant ici, je pense, en pratique clinique, c'est l'effet direct retrouvé entre les antagonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques et la chute. Et puis, c'est de montrer que finalement, le modèle a un médiateur, entre guillemets, croire qu'en fait la chute elle va survenir juste parce que l'antidépresseur il va avoir donné de l'hypotension, c'est pas un modèle qui tient dans la pratique clinique puisque probablement qu'en fait toute la cascade est associée et qu'il y a plein d'événements indésirables qui s'associent et qui conduisent à l'événement de la chute, donc il faudrait exploiter d'autres modèles. Donc ces études elles présentent des limites méthodologiques. C'est des études sur lesquelles on ne peut pas conclure en termes de causalité. Vous ne pouvez pas dire la paroxétine donne des chutes avec des études de pharmacovigilance. Vous pouvez juste dire que vous obtenez un signal et qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Le problème des résultats obtenus pour les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine, c'est possiblement un problème de manque de puissance et de biais, puisque c'est des molécules qui sont disponibles depuis très longtemps, depuis les années 60. Et on sait que dans les études de pharmacovigilance, plus la molécule est disponible depuis longtemps, plus les effets indésirables ils se diluent entre guillemets au fil du temps, et plus on a du mal à remontrer des signaux.
Et en plus, on sait que les déclarations qui étaient faites dans les années 60, elles sont beaucoup moins complètes que les déclarations qui sont faites aujourd'hui par les organismes de pharmacovigilance. On a appliqué une analyse de médiation dans le modèle de pharmacovigilance, mais c'était la première fois que c'était fait. Normalement, c'est plutôt des analyses qui sont appliquées dans des modèles socio-économiques. Donc, on n'a pas forcément de recul sur l'application de cette pratique. On se questionne aussi sur l'utilisation de la classe ATC, puisqu'elle est trop hétérogène et qu'elle ne correspond pas forcément à la réalité. Et peut-être que si on refaisait les choses, on redécouperait peut-être encore les classes différemment en isolant encore d'autres molécules dans la classe des autres antidépresseurs. Et puis, dans ces études, on n'a pas d'études de dose. Donc c'est possible de faire ça en pharmacovigilance, mais vous avez des déclarations qui sont parfois assez sporadiques et donc parfois peu de données quand même fiables. Et en l'occurrence, ici, on n'a pas regardé ce qui se passait, alors que ça peut être une des explications aussi aux résultats retrouvés. Mais ça ouvre quand même sur des questionnements pharmacologiques. Le premier, moi en tout cas, ce qui m'a questionné après dans ma pratique clinique, c'était la place des antagonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques. Vous devez voir comme moi beaucoup de prescriptions de médecine générale. Il y a une passion de l'amioncérine en France, qu'on retrouve d'ailleurs quand on étudie la base de données, parce qu'en fait, toutes les déclarations, globalement, c'est les États-Unis qui ressortent en premier, sauf pour l'amioncérine. En fait, il n'y a que les Français qui déclarent, mais parce qu'il n'y a que les Français qui la prescrivent. Et ça pose quand même question, parce qu'elle est pourvoyeuse quand même d'effets indésirables. Elle est souvent prescrite à petite dose, dans un effet un peu hypnotique le soir, et des fois les laisser en disant pour tenir le temps, ouais, juste voilà. Fini. C'est la dernière diapo. Okay. Mais du coup voilà, ça pose question en pratique clinique. La question de la sertraline qui là montre un bon profil de tolérance sur les deux études et c'est concordant avec les littératures notamment sur le plan cardiovasculaire. La place de la vortioxétine, maintenant on a 10 ans de recul de l'AMM. Je ne sais pas quelles sont vos pratiques à vous. Moi, j'avoue que ce n'est pas forcément celle que je prescris en première intention, mais la question, elle se pose finalement. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, finalement, pourquoi on ne les mettrait pas en première intention au même titre que les autres ISRS au vu de leur profil de tolérance et au vu de ce qu'on obtient aussi sur le plan parfois cognitif et psychostimulant. Donc voilà, merci de votre attention. Donc, on continue avec l'intervention du professeur Bloch. Désolée. Voilà. Ça va être une intervention rapide puisque je vais tout de suite donner la parole à Madame Van Lancker, qui est une des deux psychologues qui s'occupe de cette cellule qu'il a montée, puisque vous allez voir, c'est un dispositif expérimental qui est sur notre territoire et dont on va vous présenter un petit peu le pourquoi on a fait ce projet et les premiers résultats. Merci. Pour passer le diapo. Je suis bien là. Donc c'est celui-là et je fais lecture. Ok. Bonjour. Je vais vous représenter rapidement le contexte du projet de création de la cellule de suivi de consommation des psychotropes. De nombreuses études ont été réalisées et le constat était qu'il y avait quand même une persistance de prescriptions potentiellement inappropriées, que je vous définirai après, de psychotropes chez les personnes âgées et avec une prévalence beaucoup plus élevée chez les sujets âgés qui résident en EHPAD plutôt que les personnes âgées qui sont au domicile. Donc, suite à ce constat, l'ARS a fait un appel à projet pour une expérimentation sur 3 ans, donc de la création de la CSCP, cellule de suivi de consommation des psychotropes. Appel à projet qui a été lancé en 2022, fin 2022, et création de la cellule avec les premiers groupes de travail en 2023. Début des travaux effectifs dans les EHPAD, septembre 2023. Donc, sur 3 ans. On verra les résultats bientôt. Et uniquement pour le moment, comme c'est une expérimentation, sur le territoire de la filière gériatrique Somme-Centre. Et en fonction des résultats obtenus, peut-être une extension du dispositif sur d'autres territoires. Donc les objectifs principaux de ce dispositif sont... Premièrement, de pouvoir réduire l'exposition des résidents d'EHPAD aux psychotropes et de
par conséquent limiter les conséquences néfastes liées à ces médicaments. Une parenthèse, ce n'est pas une cellule qui est contre les psychologues pour retirer tous les psychologues, j'ai dit. On adore les psychologues. Ce n'est pas zéro psychotrope, c'est mieux et de façon adaptée et appropriée. Et les objectifs qui suivent, c'est de pouvoir diminuer les hospitalisations qui peuvent être liées justement à un mésusage. Et le but final de tout cela, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie des résidents d'EHPAD. On a essayé de vous schématiser un petit peu notre fonctionnement. Il y a plusieurs portes d'entrée pour solliciter la cellule. Ça peut être fait par l'EHPAD, par l'équipe de l'EHPAD, par le médecin traitant et ou le pharmacien, par l'hôpital si le résident d'EHPAD est hospitalisé, ou par l'EMPGE, l'équipe mobile de psychogériatrie de notre secteur. Donc ces quatre, on va regrouper en 4 acteurs. Lors des transmissions pour l'EHPAD, lors d'une visite médicale pour le médecin traitant ou le pharmacien qui prépare les médicaments, lors d'une hospi ou lors d'une intervention de l'équipe mobile de psychogériatrie, il y aura un questionnement sur cette prescription de psychotropes. Parce qu'un résident est chuteur, parce qu'il perd son autonomie, parce qu'il y a des troubles neurologiques, cognitifs, un changement peut-être de personnalité. Là, on va se questionner sur la place des psychotropes dans ce problème. Pour ce faire, avec les groupes de travail, donc de la cellule, a été créé un diagnostic de la consommation des psychotropes. Donc c'est une grille diagnostique où il y a 12 items qui sont ciblés. On a ciblé les molécules inappropriées, telles que les antidépresseurs imipraminiques, les neuroleptiques d'ancienne génération. On a ciblé aussi les posologies élevées comme certaines benzodiazépines, certains hypnotiques, des molécules aussi anticholinergiques dont on vient de parler. Il y a aussi une thématique sur la réévaluation. Est-ce que les benzodiazépines, est-ce que les neuroleptiques qui sont prescrits ont été réévalués ou sont-ils renouvelés de manière automatique ? Selon les situations cliniques, comme un syndrome parkinsonien iatrogène ou une insuffisance respiratoire. Et on va rechercher aussi l'association soit de psychotropes de la même classe, pharmaco, comme des benzodiazépines, ou des psychotropes anticholinergiques qui sont coprescrits. Sur ces 12 items, si on atteint un score de 2, là, on peut solliciter la cellule pour pouvoir discuter de la situation et de la prescription. Une fois que la cellule est sollicitée, que ce soit par l'EMPGE ou par l'EHPAD, la cellule va se mettre en relation avec l'EHPAD concerné pour pouvoir analyser un petit peu le diagnostic, analyser la prescription, toutes les informations que nous allons pouvoir recueillir sur le résident, sur sa vie, sur son histoire, sur son comportement au quotidien, sur ses habitudes de vie, sur l'EHPAD aussi, sur son fonctionnement, sur les contraintes institutionnelles, sur les rythmes de vie, les rythmes de soins, sur tout ce qu'il est possible et tout ce qu'il n'est pas possible dans les EHPAD. Ils sont tous différents, il faut s'adapter à chaque EHPAD. Et à partir de tous ces éléments, on va pouvoir proposer donc avec le professeur Bloch des préconisations médicamenteuses. Donc ça peut être les médecins gériatres de l'UCC ou de l'MPGE également de notre territoire. Et nous, psychologues, donc nous sommes 2 à être sur la cellule, nous pouvons en parallèle, en association, proposer des préconisations non médicamenteuses. Sur environ 1 an, on va pouvoir assurer un suivi. On va le proposer aux EHPAD sans s'imposer, vraiment proposer pour les accompagner, histoire aussi de faire un soutien sur est-ce que ces préconisations ont été réalisables, est-ce qu'elles ont été efficaces, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées. Et comme ça, sur 1 an, vous allez avoir un peu cette boucle qui va continuer avec des ajustements, des adaptations, des nouvelles propositions, à chaque fois pour aller au plus proche des besoins du résident et des
des contraintes et des capacités aussi de ce que peut offrir l'EHPAD. Donc à peu près sur 1 an, et au niveau de la fréquence des rencontres, ce sera selon l'EHPAD, ça peut être tous les mois, tous les 3 mois. Si la situation est complexe, on peut y aller sur tous les mois dans un premier temps. Si c'est des adaptations qui nécessitent de prendre notre temps, justement, ce sera tous les 3 mois. Et ça peut être sur site ou en distanciel par téléphone. Donc nos premiers chiffres, après 1 an de fonctionnement, sur la première année 2024, on a eu environ 47 sollicitations et 3 diagnostics institutionnels. En fait, on peut réaliser un diagnostic individuel pour un résident donné sur lequel on se questionne. Et si l'EHPAD a envie de faire un petit peu une photo à un moment donné de la consommation de psychotropes de son établissement ou d'un service donné, il fait un diagnostic pour tous les résidents et ça devient un diagnostic institutionnel. Donc vous pouvez observer sur la première année une montée en charge en fait, des demandes avec un gros travail de communication auprès des EHPAD pour nous faire connaître notre fonctionnement, nos objectifs, nos missions et nos outils aussi. Les origines de sollicitation sur la première année sont essentiellement de l'équipe mobile de psychogériatrie. En fait, notre équipe mobile fait les évaluations psychogériatriques, propose des préconisations déjà elle-même, et c'est la cellule qui va assurer le suivi de ces préconisations et qui ne laisse pas l'EHPAD en difficulté s'il y a difficulté et peut réajuster sur l'année. On a eu des demandes directes des EHPAD qui ont commencé là sur le territoire à nous connaître et à nous solliciter directement, et des services hospitaliers lors d'hospitalisation de résidents. Il y avait... Je peux faire retour ? Je peux faire retour. Oui, il y a le délai d'intervention qui peut vous paraître un petit peu élevé. Alors, aussi parce qu'il y a eu les débuts de la cellule où le temps complet de psychologue n'était pas forcément pourvu, donc peut-être que ça a allongé un peu, mais aussi volontairement, s'il y a des préconisations médicamenteuses, on ne va pas aller évaluer la semaine d'après. On va aussi laisser le temps aux médecins traitants d'en prendre connaissance, de pouvoir les appliquer s'ils le souhaitent. Et comme on le disait ce matin, il y a des molécules qui demandent du temps avant de faire effet. Donc on se laisse aussi le temps aux molécules et à tout l'accompagnement non médicamenteux de pouvoir donner les bénéfices. Sur les motifs de sollicitation, vous verrez essentiellement les troubles du comportement. Il y a eu quelques demandes pour des altérations d'état général, de la perte d'autonomie, aussi un suivi de sortie d'hospitalisation, et les autres, ce sont en fait les demandes d'un EHPAD qui a fait un diagnostic institutionnel, et de ce diagnostic institutionnel sont ressortis plusieurs dossiers sur lesquels il souhaitait travailler pour améliorer la prescription. Les items principaux retrouvés, ce sont les benzodiazépines à demi-vie courte mais à posologie élevée, essentiellement le Seresta. Les benzodiazépines mais en traitement prolongé sans réévaluation, qui sont renouvelées de manière assez automatique. De même pour les neuroleptiques. Et on a pu observer pas mal d'associations de 2 psychotropes de la même classe. C'est surtout des benzodiazépines où vous avez un anxiolytique et un hypnotique. En tout, sur ces 47 dossiers, on a pu proposer 275 préconisations médicamenteuses et non médicamenteuses. Et on se rend compte qu'il y a un peu plus de 60% des préconisations qui sont suivies. Et là, le travail est de pouvoir discuter toujours avec les EHPAD de ce qui n'a pas été suivi, pourquoi et comment faire pour vous aider. Concrètement, ce que ça donne, donc je vous propose la présentation du cas clinique de Madame M, qui a 91 ans. Dans les antécédents, on avait juste une hypertension, une maladie d'Alzheimer et une dépression, avec un GIR2, avec quand même une petite perte d'autonomie. Et elle était entrée en EHPAD en avril 2021. La première sollicitation avait été faite auprès de l'EMPGE, l'équipe mobile de Psychogé, en décembre 2023 pour des troubles du comportement, avec une agitation, une agressivité, des troubles du rythme jour-nuit, beaucoup de cris en fin de journée, des idées de persécution, et puis des alternatives non médicamenteuses qui ne faisaient pas d'effet sur le long terme et qui étaient du coup abandonnées par impression de ne pas être efficaces.
Donc quand le MPGE est intervenu, vous voyez le traitement. On avait de la mirtazapine, du Seresta, je vous laisse regarder, du zopiclone, et ensuite nous avions aussi doliprane, tramadol et tout le traitement au niveau laxatif. Le MPGE intervient, du coup, en voyant la prescription et avec une dame qui semble assez agitée, réalise le diagnostic. Le score est à 3 parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement le Seresta qui est bien supérieur à 30 mg comme dans les recommandations sur la journée, qu'il en plus n'a pas été réévalué depuis un moment au niveau de son efficacité ou de sa tolérance, et qu'il y a l'association de 2 psychotropes de la même classe, et c'était le zopiclone et le Seresta. Donc le score à 3. Le MPGE réalise auprès de l'EHPAD les préconisations médicamenteuses et non médicamenteuses, à savoir peut-être un switch de molécules antalgiques, passer à du Zamudol plutôt que du Tramadol, de diminuer le zopiclone à une dose qui est plus appropriée, de diminuer le Seresta, peut-être pour les troubles du sommeil, du coup d'instaurer du circadin, et de revoir un petit peu en équipe et avec la dame un rituel du coucher qui pourrait l'aider et l'apaiser pour s'endormir. Le MPGE nous transfère le dossier pour qu'on fasse le suivi. Donc, nous avons fait 5 bilans post-passage de l'EMPGE. Le bilan a duré environ 1 an. Et donc, on est allé en présentiel dans un premier temps parce que c'est un EHPAD qui est assez isolé sur le plan géographique. Et quand on les a appelés pour reprendre des informations et rendez-vous, on a bien senti qu'un petit peu en difficulté et besoin d'échanger et de se sentir soutenu. Donc, on est allé sur place et on a pu rencontrer une équipe au complet, de l'encadrement, du psychologue, des aides-soins, des infirmières, des ergos. Enfin, on avait vraiment tout le monde autour de la table parce que besoin de parler de ce cas. On se rend compte que dans un premier temps, les préconisations n'étaient pas forcément appliquées par le médecin traitant. Sur les antalgiques notamment, où il n'a pas voulu faire de changement. Le Seresta, il a baissé, il a remonté, il a fait beaucoup d'ajustements très rapides en quelques mois, avec une dame qui présentait toujours autant de troubles du comportement. Du coup, on arrive à un comportement qui est encore moins bien, parce que la dame crie même le matin. Une perte d'autonomie, parce qu'elle est tellement agitée qu'elle se met en danger lorsqu'elle marche, donc on a prescrit une ceinture de contention pelvienne et aucune efficacité de tout ce qui est non médicamenteux parce qu'elle n'est même pas réceptive, ils n'arrivent même pas à capter, à avoir des échanges. On réanalyse le dossier, du coup on leur propose quand même de tenir compte des préconisations antérieures, à savoir au moins d'arrêter le tramadol en complément d'évaluation de douleur bien sûr et de traçabilité. Et au fur et à mesure aussi de l'entretien, quand l'équipe décrit la dame, on se pose vraiment la question quand même de la place des idées de persécution. Et est-ce que ce n'est pas ça qui envahit un petit peu trop et qui la rend très agressive? C'est pour ça qu'on est allé sur une prescription de Zyprexa et de pouvoir l'évaluer avec eux. Donc un EHPAD qui était très frileux au niveau du Zyprexa, une molécule qu'ils ne connaissaient pas et dont ils se méfiaient par peut-être des mauvaises expériences antérieures. Donc, en leur disant que la cellule, ce que ça permet, c'est qu'on a un suivi régulier. Donc, l'équipe un peu plus rassurée et pour pouvoir en parler avec le médecin traitant. Et surtout de réessayer, toujours essayer tout ce qui est non médicamenteux. On y retourne. Là, le médecin, avec beaucoup de communication aussi avec l'EHPAD, a appliqué les préconisations. Peut-être en nous connaissant un petit peu plus, on a un comportement qui s'améliore un peu. Quand même des fluctuations, c'est pas encore formidable, mais des cris moins forts, moins fréquents, plus gérables. On commence à pouvoir lui proposer des choses un peu non médicamenteuses, comme de la relaxation. Aussi, ils ont essayé une peluche lestée qui l'a rassurée. Et le personnel, justement, pouvoir discuter autour de cette dame-là, se sont dit ils ont essayé des choses au niveau de l'accompagnement soignant de faire différemment. Et elle semble bien tolérer le Zyprexa.
Donc, ce qu'on propose, c'est de pouvoir le majorer, de continuer justement tout ce qui est non médicamenteux et surtout de bien le tracer pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et d'essayer justement d'anticiper les problèmes d'agressivité. En fait, elle baffait une résidente comme ça, sans raison. Donc l'idée était de peut-être dans l'unité faire en sorte qu'elle se rencontre le moins possible, en tout cas de faire des activités individualisées, mais pas ensemble. Et donc au fur et à mesure des bilans, vous voyez qu'il y a une application plus ou moins progressive des préconisations. Si ce n'est pas fait du premier coup, on en discute, pourquoi, et du coup on voit qu'on peut lever des leviers, et donc avec l'application des préconisations, avec beaucoup de valorisation du travail soignant sur leurs bonnes pratiques, sur l'essai de tout cet accompagnement personnalisé, sur la recherche du chien lesté, sur la recherche aussi d'une peluche interactive, sur bien sûr faire attention, il y a eu un moment d'épine irritative au niveau du transit, donc tout ce qui est vraiment non médicamenteux associé à tout cela, on se rend compte à la fin de ce suivi-là, on a un comportement qui n'est plus fluctuant, qui s'est bien apaisé, avec un Célestin si besoin à 17h qui n'était plus utilisé, avec une dame qui dormait bien, qui pouvait faire des activités en groupe dans l'unité, avec une équipe qui faisait toujours attention au niveau somatique de son bien-être et de son confort, et qui, au niveau accompagnement personnalisé et non médicamenteux, vraiment avait des pratiques plutôt bienveillantes. On en arrive à un fin de suivi de cellules parce qu'on arrive à 1 an et on arrive à un diagnostic de consommation qui là donne un score plutôt approprié. Avec une vigilance sur, attention, le Célestat est toujours quand même élevé. Peut-être qu'elle en a besoin, peut-être que c'est sa dose à elle, mais veillez à toujours bien le réévaluer. Donc, ce qu'on pourrait dire sur la cellule, quels sont les intérêts et les bénéfices de ce dispositif et pourquoi il doit être étendu à d'autres territoires l'année prochaine, c'est-à-dire pérennisé, c'est que le fait d'avoir proposé notre accompagnement, c'est qu'on a accompagné et soutenu toute une équipe médico-soignante dans une application de préconisation médicamenteuses et non médicamenteuses, sans jamais juger, sans jamais évaluer en fait leurs pratiques, mais juste les bénéfices. Et un accompagnement aussi des équipes dans ce travail qui parfois est frustrant quand on essaye et qu'on se donne à fond et que ça ne fonctionne pas, de pointer du doigt quand même il y a quand même eu un quart d'heure de gagné sur la journée où elle n'a pas tapé la dame, c'est toujours ça de gagner. On les a beaucoup sensibilisés sur les psychotropes, sur les molécules, sur les effets, ce que l'on doit observer pour évaluer une tolérance, pour évaluer des effets indésirables. On a rassuré sur certaines molécules méconnues ou mal connues, enfin, avec des a priori comme le Zyprexa. Je pense qu'on a évité des hospitalisations parce que si elle avait continué à être agitée, agressive, ce genre de trouble du comportement, elle aurait été hospitalisée. On a pu faire les ajustements très progressivement en les accompagnant et la ceinture de contention a été levée parce que comportement où elle ne se mettait plus en danger et même l'équipe était d'accord pour dire qu'elle va mieux et elle semble sereine. Merci. Non, mais je dois tenir. Bon. J'espère que vous êtes encore, vous avez encore un peu d'énergie pour la dernière présentation et puis après pour les échanges. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à cette journée. Et moi, je voulais vous faire une présentation sur les médicaments anticholinergiques et leur lien avec le déclin cognitif. Donc, tout d'abord, quels sont les médicaments anticholinergiques et quel est leur mécanisme d'action ? Donc, les médicaments anticholinergiques, ils vont bloquer l'acétylcholine qui, normalement, agit sur les récepteurs muscariniques. Donc pour certains médicaments, c'est un effet souhaitable. Ça va être le cas, par exemple, pour les antispasmodiques urinaires qui sont utilisés dans l'incontinence. On va utiliser cet effet anticholinergique. C'est le cas aussi pour certains antiparkinsoniens, comme le Parkinane, où on utilise l'effet anticholinergique pour lutter contre les tremblements. Par contre, pour d'autres médicaments, ça fait partie des effets indésirables. C'est le cas, par exemple, des antidépresseurs. Donc, on a les antidépresseurs tricycliques qui vont être très
anticholinergiques, mais aussi certains autres antidépresseurs comme la paroxétine dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Et c'est le cas aussi des antihistaminiques qui sont utilisés à visée anxiolytique, donc l'hydroxyzine, l'atarax et le téralène. Et aussi, c'est le cas de beaucoup de neuroleptiques, donc comme la siamémazine, la quétiapine, clozapine, olanzapine. Donc on voit que les médicaments anticholinergiques sont utilisés font partie de beaucoup de classes médicamenteuses. Là, j'en cite quelques-unes, mais il y en a encore d'autres. Quand on parle d'effets indésirables anticholinergiques, il faut savoir qu'il y a deux types d'effets indésirables. Il y a des effets indésirables périphériques que les prescripteurs connaissent le plus souvent et qui se voient facilement puisque c'est de la constipation, c'est de la rétention urinaire, tachycardie, sécheresse buccale. Mais par contre, pour les médicaments qui vont passer au niveau central, donc qui passent la barrière hémato-encéphalique, on peut avoir des effets indésirables centraux. Et là, ça se présente sous forme de confusion, d'agitation, de désorientation spatio-temporelle, de troubles mnésiques ou encore d'hallucinations. Comme ces effets indésirables sont bien connus, il y a des échelles qui ont été créées pour calculer ce qu'on appelle un score anticholinergique. On l'appelle même parfois le fardeau anticholinergique. Et il y a des échelles qui... Il y a des échelles qui calculent le score anticholinergique central, d'autres qui vont calculer le score anticholinergique périphérique. Donc moi, je vais surtout parler de l'échelle ACB qui calcule le score au niveau central et en fait qui associe à chaque molécule un score anticholinergique. Donc si une molécule a un score de 1, ça veut dire qu'elle est anticholinergique faible, 2 anticholinergique modéré, 3 anticholinergique puissant. Et en fait, sur une prescription, on va faire la somme des scores anticholinergiques afin d'avoir l'exposition cumulée aux anticholinergiques. Et on considère qu'un impact, que si on a un score supérieur à 3, on a un impact cognitif global. C'est le cas de l'exemple de la prescription qui est derrière. Donc il y a la paroxétine qui aurait un score au niveau central. Le score central, il est en orange de 3. La loxapine qui a un score de 2, là sur cette prescription, on aurait un score au niveau central de 5. Et on voit qu'il y a des molécules comme la solifénacine qui a un score périphérique, donc là elle a un score de 3, c'est le score en rouge, mais par contre elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, du coup au niveau central, elle n'a pas de score anticholinergique. Les limitations de cette échelle, c'est que ça ne prend pas en compte les posologies des molécules, et que ce n'est pas un outil français. Donc pour certaines molécules qu'on utilise en France, ils ne vont pas être dans cette échelle. C'est le cas par exemple de la siamémazine qui n'est pas dans l'échelle ACB et pourtant on sait qu'elle est anticholinergique. La population âgée, elle va être encore plus sensible à ces effets indésirables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont polypathologiques, ça entraîne une polymédication et donc ça augmente ce risque d'effets indésirables. On sait aussi que c'est des patients qui vont être plus fragiles et on sait que dans cette population, les troubles neurocognitifs sont plus élevés que chez les patients plus jeunes. On a aussi des modifications physiologiques. On sait que la barrière hémato-encéphalique, elle est plus perméable aux médicaments. Donc les médicaments vont passer plus facilement au niveau central. Et on a aussi une diminution des métabolismes, donc hépatique et rénal. Donc les médicaments sont éliminés moins rapidement. Et donc, on a une accumulation de ces médicaments anticholinergiques. Et pourtant, même si on sait tout ça, un sujet âgé sur 10 en Normandie est traité par une molécule anticholinergique. Et en plus, dans cette étude, le nombre est sous-estimé parce qu'ils ont pris la liste des médicaments potentiellement inappropriés. Donc, ça prend en compte que les scores élevés anticholinergiques. Maintenant, quel est le lien avec les déclins cognitifs ? En fait, on sait déjà dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies apparentées qu'il y a une quantité d'acétylcholine qui est réduite parce qu'il y a des lésions des neurones cholinergiques, il y a une diminution du taux d'acétyltransférase et une diminution de la captation de la choline. Donc on a d'un côté les médicaments anticholinergiques qui bloquent l'acétylcholine et de l'autre côté on voit que dans les maladies d'Alzheimer et apparentées, on a un déficit en acétylcholine. C'est pour ça qu'un lien a été fait entre les anticholinergiques et le déclin cognitif.
Donc, les données que je cite sont tirées d'un article du Centre belge d'information pharmacothérapeutique qui ont fait un article sur le sujet et ils ont évalué plusieurs revues de la littérature. Et la première étude, elle évaluait si la charge anticholinergique était un facteur pronostic de déclin cognitif futur ou de démence chez des patients qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs. Donc, ils ont étudié 25 études, donc ça faisait plus de 900 000 sujets âgés. Ils les ont suivis de 1 à 11 ans. Ils avaient un âge moyen entre 52 et 82 ans. Et avec 4 des études, ils ont fait une méta-analyse qui a montré qu'avec une charge anticholinergique supérieure à 2 ou 3, le risque de déclin cognitif ou de démence était augmenté de 2,6 fois. Et ça, c'était indépendamment de l'âge, du sexe ou des comorbidités. Ensuite, ils ont fait une analyse descriptive des 25 études et 23 études sur les 25 montraient une association entre la prise anticholinergique et le risque de déclin cognitif. Et ils ont aussi montré que plus la charge anticholinergique était importante, plus le risque était élevé. Donc après, il y a eu une deuxième étude qui a été faite, cette fois, pour évaluer si la charge anticholinergique était un facteur pronostic de déclin cognitif, mais cette fois chez des patients qui avaient déjà un diagnostic de démence ou de déficience cognitive. Ils ont encore étudié plusieurs études, donc 17, ça faisait 100 000 sujets âgés, ils avaient un âge moyen de 72 à 88 ans. Mais cette fois-ci, des études montraient un lien, d'autres ne montraient pas de lien et d'autres montraient complètement l'inverse. Donc en fait, aucune conclusion n'a pu être tirée entre la charge anticholinergique et la progression du déclin cognitif chez les patients qui avaient déjà des troubles cognitifs. Et ça, on peut émettre l'hypothèse que quand le système cholinergique est déjà altéré, les effets anticholinergiques sont difficilement mesurables. Par contre, ils ont répondu à un objectif secondaire. Ils ont fait un lien entre la charge anticholinergique élevée et le risque de mortalité accru. Ces études, elles ont quand même certaines limites. Donc, on peut se dire qu'il y a un biais de publication parce que c'est plus vendeur de publier que les anticholinergiques sont en lien avec le déclin cognitif. Il y a aussi un biais d'indication, c'est-à-dire que certaines molécules auraient pu être prescrites pour des syndromes prodromiques de la démence. Et aussi, il n'y a pas d'études sur des médicaments spécifiques. C'est toujours sur cette charge anticholinergique. La troisième étude qui a été faite, elle évaluait si la réduction ou l'arrêt des médicaments anticholinergiques pouvait améliorer ou stabiliser la cognition chez les patients âgés. Et encore une fois, on n'a pas réussi à prouver cela. Par contre, ce qu'il faut savoir sur l'arrêt des molécules anticholinergiques, c'est qu'il peut y avoir des symptômes de sevrage. Et les symptômes de sevrage, c'est des effets, cette fois à l'inverse des effets anticholinergiques, ça va être des effets cholinergiques. Donc c'est plus tout ce qui est étourdissement, anxiété, nausées, vomissements, sueur, tachycardie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut survenir quelques jours après l'arrêt, mais aussi jusqu'à 6 à 8 semaines après l'arrêt. Donc ce qu'on recommande, c'est de réduire progressivement les médicaments anticholinergiques. Donc on recommande 25 à 50% de la dose par semaine. Maintenant, on va s'intéresser à ce que disent les recommandations sur le sujet. Donc on a les recommandations en France du Haut Conseil de la santé publique qui a rédigé des recommandations sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées qui nous recommandent d'éviter ou de limiter la consommation de médicaments anticholinergiques qui sont d'ailleurs listés comme inappropriés chez le sujet âgé. Ils nous disent que ces molécules ne doivent être prescrites que s'il n'y a pas d'alternative, à dose minimale efficace et qu'il faut surveiller la présence d'effets indésirables. On a aussi des recommandations du Royaume-Uni qui ont été réalisées et qui nous disent cette fois de limiter la charge anticholinergique et de rechercher des alternatives quand on envoie un patient vers un spécialiste pour un diagnostic de troubles cognitifs ou alors lors des revues de médication chez les patients atteints de démence. Donc on voit que dans les recommandations du Royaume-Uni, ils partent de revues de médication, mais qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une évaluation qui peut être faite par le pharmacien, toujours de manière pluridisciplinaire en collaboration avec les médecins, et qui vise à
à réévaluer toute la prescription médicamenteuse. En fait, pour chaque molécule, on se demande si elle est encore indiquée, si elle est efficace, est-ce qu'il y a d'autres alternatives avec une meilleure balance bénéfice-risque, est-ce qu'il y aurait aussi des pathologies qui ne sont pas traitées. Et le but de ces revues, c'est de réduire la iatrogénie, et dans ce contexte, ça pourrait être de diminuer le score anticholinergique. Je vais illustrer mes propos par l'exemple de Madame X, 85 ans. On avait été sollicité par l'unité mobile dans le cadre de l'unité mobile de psychiatrie du sujet âgé après une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Donc cette patiente, dans son traitement, elle avait de la paroxétine pour sa dépression, la mélatonine pour ses troubles du sommeil, du candesartan pour son hypertension artérielle, du paracétamol et de la vitamine D. Donc c'est une dame qui n'était pas très polymédiquée, mais pourtant on voit quand même que la paroxétine a un score de 3. Et là, ce qui avait été fait au début, c'était de majorer la paroxétine, qui était pour le moment bien tolérée. Et quand la paroxétine a été majorée, il y a eu des éléments d'allure hallucinatoire, des céphalées, des insomnies. Donc ça semble être des effets indésirables anticholinergiques. Donc, ce qui a été fait par la suite, c'est de diminuer donc, progressivement la paroxétine pour éviter les symptômes de sevrage. Et on a réalisé un relais par la sertraline qui a fonctionné chez cette patiente. Et en plus, cette patiente, elle n'avait pas de troubles cognitifs étiquetés, mais pour autant, elle avait des difficultés à restituer son parcours de vie et les dates importantes. Donc pour conclure, avant de prescrire, il faut bien regarder l'ensemble de la prescription pour éviter le cumul, notamment des médicaments anticholinergiques. Il faut faire attention aux effets indésirables au long cours parce que c'est plus facile de prescrire que de déprescrire. Et il ne faut pas hésiter, dans les situations complexes, à solliciter les pharmaciens qui auront un avis sur le traitement. Donc merci pour votre attention. Bon, donc si vous n'êtes pas assommés, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Mais merci à toutes, c'était vraiment très intéressant et vraiment ça englobait un champ large. Oui, bonjour. Concernant l'intervention précédente, je voudrais savoir pourquoi vous avez prescrit du Zyprexa, parce qu'a priori, c'est un antipsychotique indiqué dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire. Mais là, sur quel élément vous avez choisi le Zyprexa? C'est un vieux dossier et c'est vrai qu'on se re-questionne aussi pourquoi le Zyprexa. C'est vrai que c'est une molécule qu'on utilise souvent chez des personnes qui ont pour lequel on craint qu'il y ait des effets indésirables d'anciennes molécules neuroleptiques, notamment sur les syndromes parkinsoniens, parce que c'est une molécule qui est plutôt bien tolérée et qui évite l'apparition de syndrome parkinsonien. Mais je dois avouer que je ne sais plus exactement pourquoi c'était ce choix-là qu'on avait fait dans cette indication-là plutôt qu'une autre molécule. En général, c'est vrai qu'on part plutôt sur le risperidone. Après, voilà, on sait que les antipsychotiques de deuxième et troisième génération peuvent être indiqués en dernier recours dans les troubles psychocomportementaux des démences. Et je pense que la patiente, elle avait ça. Dans le cadre d'un trouble neurocognitif majeur. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être... Je me ressouviens. Je me remets les bilans avec l'équipe et c'était notamment au moment du premier bilan justement on a pu rencontrer l'ensemble de l'équipe et retracer l'histoire de la dame où on s'est questionné sur ces idées de persécution, ces idées délirantes qui semblaient quand même envahissantes et c'est ça qui perturbait son comportement au quotidien et avec un gros point d'interrogation sur les éléments psychiatriques anciens. Pas forcément étiqueté, pas forcément suivi, mais une famille qui se questionnait, des voisins qui se questionnaient. Et peut-être cette molécule s'est orientée là-dessus avec le côté thymorégulateur. Je dis pas de bêtises. Hein. Avec un côté thymorégulateur. Et avec cette possibilité, le fait de les suivre, c'est qu'on pouvait évaluer très rapidement l'efficacité ou la non-efficacité et même le côté indésirable de la molécule si besoin, car on ne laissait pas une prescription et une personne sans réévaluation derrière.
Après, les effets secondaires qu'on craint surtout avec l'olanzapine, au-delà de la sédation, c'est surtout aussi le syndrome métabolique, avec une déstabilisation du diabète ou voilà, la survenue voilà, d'incidents cardiovasculaires. Donc c'est surtout ça qui a fait prescrire, en fait, en tout cas, vraiment limiter la prescription de l'olanzapine, que ce soit chez les sujets plus jeunes, souffrant de troubles psychiatriques ou encore plus âgés, quoi. Et il y a l'effet anticholinergique aussi de l'olanzapine. Qui concerne un petit peu les 3 présentations qui étaient très intéressantes, mais je m'étonne un petit peu que vous ne teniez pas beaucoup compte du diagnostic neurologique. Parce que ce n'est pas la même chose si c'est une maladie d'Alzheimer, une maladie à corps de Lewy, du vasculaire. Les dégénérescences frontotemporales n'ont pas de déficit cholinergique, ce qui explique d'ailleurs que la tolérance des psychotropes ne soit pas les mêmes. Donc, dans votre étude pharmacologique, c'est vrai qu'on aimerait un petit peu savoir s'il y avait une influence du diagnostic neurologique, et aussi pour l'olanzapine, parce que c'est vrai que le risque n'est pas le même si vous avez une patiente dans un contexte psychotique avec une maladie à corps de Lewy. Donc c'était voilà, une petite remarque en passant. C'est sûr qu'il faut prendre en compte le diagnostic, enfin il faut prendre en compte la clinique, le diagnostic et les effets indésirables, et toujours réévaluer la balance bénéfice-risque. Mais oui, effectivement, enfin là j'ai englobé tout parce que la présentation était rapide et que c'était pour avoir une idée globale, mais effectivement il faut différencier les diagnostics. Merci pour vos présentations. J'avais une question pratico-pratique sur Amiens. Comment vous faites pour coordonner l'équipe mobile de psychogériatrie et l'équipe mobile traitement? On a des membres qui appartiennent aux 2 équipes qui sont dans les mêmes locaux avec des bureaux contigus. Donc il y a vraiment eu un vrai travail de collaboration, et comme la cellule s'est mise en place après l'équipe mobile de psychogériatrie, ça a permis une formation de l'équipe mobile de psychogériatrie à ce diagnostic de consommation inappropriée pour pouvoir solliciter pour un suivi la cellule. Et c'est vrai que, étant donné que les missions des équipes mobiles ne sont pas dans les suivis, il y avait souvent une certaine frustration à faire des recommandations dont on ne savait pas si l'équipe se les approprierait, si la tolérance serait bonne et si c'est quelque chose qui serait efficace. Donc là, la mise en place de la cellule et la très bonne collaboration, puisque vous l'avez vu, il y a quasiment 3/4 pour l'instant des sollicitations de la cellule qui est faite par l'équipe mobile de psychogériatrie. Ça a permis justement de faire une prise en charge sur le long terme, de faire ce suivi que l'équipe mobile n'était pas en mesure de faire. Et vous allez pouvoir, pour montrer l'efficacité, il va falloir montrer aussi par rapport à des gens qui ne sont pas suivis par cette équipe thérapeutique. Parce que là, on a 65% de taux de suivi, mais quel est le taux de suivi sans l'intervention en fait? Du coup, vous avez une idée? Il faudrait qu'on puisse le faire sur un territoire où il n'y a pas la cellule, ouais. Effectivement, puisque nous, on est sur une population pour laquelle la cellule a été sollicitée n'est pas la même que celle pour laquelle la cellule n'a pas été sollicitée. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler avec une équipe mobile de psychogériatrie qui a à peu près le même mode de fonctionnement que notre équipe, mais qui n'a pas de possibilité de faire un suivi. Merci. S'il y a des candidats, d'ailleurs. Il y a pile. Et on a fait aussi un poster à ce sujet, justement, entre le partenariat entre le MPGE et la CSCP, si vous voulez toujours voter. Il est temps. N'en tenez pas compte. Oui, j'ai une question pour le docteur Vasquen. J'ai été étonné du cut-off très bas de la charge anticholinergique à 3, puisque on voit souvent des patients pour la première fois âgés qui sont suivis par leur médecin traitant, qui ont du ditropan, qui ont un antidépresseur, évidemment, parce qu'ils sont un peu tristes, et qui, comme ils sont un peu agités, ont facilement un petit antipsychotique. Et on arrive facilement à une charge qui va être, enfin un score qui va être à 7 ou 8.
Et j'ai été étonné de ce cut-off très bas, comment il a été calculé et comment, au bout de combien de temps, cette incidence de 2,6, enfin cette multiplication de 2,6 du risque de démence a été calculée sur un temps qui était de combien d'années en fait? Donc pour les échelles, en fait, il faut bien différencier déjà l'échelle anticholinergique périphérique et le central, parce que par exemple pour les molécules périphériques, il y a une autre échelle qui s'appelle CIA et le cutoff est à 5. Donc déjà là, on n'est que sur les molécules qui agissent au niveau central, donc la liste elle est quand même plus petite. Et le cutoff il a été calculé à partir d'études au niveau de 3. Et pour la durée de la première étude, en fait, vu qu'ils ont fait une analyse de plusieurs études, ils les ont suivis de 1 à 11 ans, mais ça dépendait des études. Et ils ont fait plusieurs tests cognitifs à plusieurs durées, mais ça dépend des études. Voilà. Et est-ce qu'il y a une échelle que tu recommandes qui inclut plus de molécules qu'on utilise ici en France et qui évalue la charge cholinergique centrale, l'impact central? Il y a beaucoup d'omédites qui ont travaillé là-dessus, notamment l'omédite du Pays de la Loire qui a refait toute une fiche et qui a repris des molécules et qui a ajouté les molécules plus utilisées en France dans cette liste. Et il y a aussi l'omédite Normandie qui a fait un calculateur, donc où on peut rentrer les molécules et ça calcule tout seul le score anticholinergique au niveau périphérique et au niveau central. Moi, je vais poser une question. Élise Marie, est-ce que vous avez distingué les événements déclarés chez les moins de 75 ans et les plus de 75 ans ou pas? Oui, il y a Est-ce qu'il y a une différence? C'était exactement pareil. C'était pareil. Ouais. Il n'y avait aucune différence entre les groupes, quel que soit l'événement qu'on regarde. D'accord. Et le poids de la polymédication, est-ce que vous avez pu... On intègre dans le modèle un certain nombre de médicaments, mais on ne peut pas intégrer la variable plus de 5 médicaments ou moins de 5 médicaments. On peut juste intégrer les variables individuellement. Alors nous avons une question en ligne concernant les missions de la cellule. Donc les missions de la cellule n'est-elle pas la même que celle du médecin co et du psychologue de l'EHPAD ? En tout cas, il y a une demande pour que et le médecin co et la psychologue de l'EHPAD puissent être accompagnés par une structure comme la cellule. C'est en tout cas un retour qu'on a des différents établissements dans lesquels on intervient. Et je pense, mais ça vous pourrez confirmer, une connaissance de la cellule, des liens de confiance qui se créent, qui font que la cellule est de plus en plus sollicitée. Donc on voit que ça répond quand même à une attente, à une demande. Et parfois même, les médecins coordonnateurs sont demandeurs eux-mêmes pour que la cellule puisse aussi communiquer et sensibiliser les médecins traitants, ou peut-être par manque de temps, par manque de disponibilité. Il est parfois difficile aussi de discuter avec les médecins traitants et de discuter des prescriptions. C'est quand même un sujet assez sensible où il faut du temps et les médecins co ont besoin aussi d'un interlocuteur, d'un médiateur supplémentaire qui aussi s'appuie sur des experts en médecine, en gériatrie, en neurologie, en pharmacie pour pouvoir répondre aussi aux questionnements sur les dernières recommandations. Justement, j'avais une question, parce que c'est vrai que dans le cas clinique que vous avez présenté, il y avait des réticences de la part du médecin traitant à prendre en compte vos recommandations. Quels moyens vous avez de communiquer avec lui et à quel moment vous le mettez au centre de la prise en charge quand ce n'est pas lui qui demande? Donc déjà, le compte-rendu de l'EMPGE est également envoyé au médecin traitant. Donc dans la conclusion est déjà abordé le diagnostic de consommation des psychotropes. C'est un de nos premiers dossiers. Donc effectivement, on n'avait pas encore fait toute notre communication, mais on a beaucoup communiqué aussi auprès des médecins traitants de ville. Et les réticences du début, en prenant le téléphone, s'il n'est pas disponible pour venir lors de notre intervention, en discutant, en expliquant aussi la composition et les missions de notre équipe, et en rappelant que c'est le médecin, le prescripteur, et lui le chef d'orchestre, et que nous ne sommes qu'un accompagnement et peut-être aussi
des idées, des propositions, et que c'est toujours lui qui décide, et de le rassurer sur le fait que personne ne vient évaluer, juger sa prescription. Finalement, c'est l'échange direct par téléphone qui a pu un peu lever plus que par courrier. Et du coup, après, vous l'avez fait systématiquement, appeler le médecin traitant, du coup? Pas forcément. Non, pas forcément, parce que très souvent, les relations entre l'EHPAD et les médecins traitants se passent très bien. Si ce n'est pas le médecin coordonnateur, ça peut être une infirmière. Souvent, c'est l'EHPAD qui communique avec le médecin traitant. Nous lui envoyons également notre compte-rendu. Nous sommes disponibles si besoin, si questionnement. Très souvent, ça se passe par l'EHPAD. Après, si besoin de communiquer, de sensibiliser ou de prendre plus de temps, là, soit l'EHPAD nous le demande, soit nous faisons aussi la démarche d'appeler le médecin traitant. Pas d'autres questions? Donc, on a encore quelques minutes, donc je vais un petit peu essayer de faire un résumé de ce qui a pu être dit. C'est qu'il y a une partie un petit peu, enfin, une première présentation vraiment sur, finalement, quelque part, le message à avoir quand on doit prescrire des traitements antidépresseurs, quand il y a l'indication médicale et que voilà, l'intensité est là et qu'il n'y a pas d'autres alternatives médicamenteuses qui peuvent être proposées ou qui ont échoué, c'est en premier lieu, du coup, on dirait IRSS, IRSNA ou IRSNA, IRSS, avec la place que tu as questionné sur la vortioxacine. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, moi, c'est pas dans les recommandations en première intention, mais moi, je l'utilise souvent dans les états dépressifs plutôt modérés, en monothérapie, voire en association. Ça marche bien. Mais c'est vrai que seul, quand on a des états dépressifs très sévères, en tout cas, voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience plutôt positive avec, mais en association plutôt, parce que c'est un traitement qui est très bien supporté. Du coup, voilà, tu le confirmes là, dans ton travail, qui agit rapidement dans les 14 jours, donc on sait vite s'il a une valeur ajoutée ou pas. Voilà. Dans l'autre message, c'est que il faut avoir une vue globale sur tous les traitements et évaluer la charge cholinergique en essayant de se référer à la liste des médicaments inappropriés et puis une collaboration étroite avec les différents intervenants. Enfin, du coup, votre équipe, vous allez l'étendre à quel territoire exactement, du coup, là? Votre cellule. En fait, suite à cette expérimentation, c'est les ARS qui... Dans le micro, s'il vous plaît. Oh, pardon. Comme c'est une expérimentation de l'ARS, c'est l'année prochaine, oui, qui, selon les résultats, effectivement, nous dira si dispositif pérennisé et après l'extension du dispositif, quels seront les choix des territoires, je ne sais pas. Quels seront effectivement les choix des territoires? Est-ce que ça va être étendu progressivement? Est-ce que ça reprendra la même organisation ou pas? J'en profite pour appuyer sur un point, c'est que cette cellule, comme ça a été dit, elle n'est pas là pour arrêter tous les psychotropes, mais elle sert vraiment à mettre en avant des alternatives aux psychotropes, notamment toutes les thérapies non médicamenteuses qui, avec vraiment le rôle de rappeler que ce n'est pas quelque chose d'accessoire, mais que ça reste la première des choses à mettre en œuvre et que tous les acteurs au sein de l'EHPAD peuvent mettre en place une thérapie non médicamenteuse. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un animateur ou un ergothérapeute ou un psychomotricien, etc. Tout le monde peut participer à cette prise en charge. C'est pour ça que les membres de la cellule, ce sont des psychologues et non pas des médecins. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant tout ce qu'on pouvait faire hors du médicamenteux pour pouvoir adapter et réduire les prescriptions inappropriées. Donc on espère que c'est un dispositif qui pourra être étendu, mais on ne sait pas ce que va retenir l'ARS Hauts-de-France. On l'espère, et peut-être d'autres régions s'imprégneront de l'exemple et demanderont des financements pour ça. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là, je pense. Merci à tous. Avant d'appeler la dernière table ronde à nous rejoindre, juste un petit message. Alors, ne tenez pas compte de ce qu'a dit Madame Van Lecker, mais vous pouvez voter pour l'équipe de votre choix parmi les 3 posters.
Non, 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 je le dis en plaisantant. Jusqu'à à peu près dans une demi-heure, on va clôturer les votes bientôt et c'est valable pour les gens en ligne aussi. Les posters sont disponibles en PDF sur le WooClap, donc n'hésitez pas à voter. On vous remet le QR code si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Les votes se clôturent bientôt. Merci à vous.